Les... Et bonjour, 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 bonjour. Vous voyez le livre d'Alain Cagnati. Je suis avec Alain Cagnati pour ce Bonjour. bonjour, pour ce cinquième épisode où on va ensemble, moi je vais jouer mon rôle, c'est-à-dire d'ignorant, de béotien, d'artiste, puisque je suis un artiste, mais Alain est un scientifique, il va se présenter, et sachez que là on est donc à la cinquième partie, le cinquième épisode d'une série qu'on a fait pour bien comprendre la pensée d'Alain et sa pensée qu'il a mis sous forme d'un livre, cette pensée d'un physicien, mais qui s'inspire de beaucoup d'autres choses que la physique pour avancer sur ses travaux. Et sachez d'ailleurs que depuis qu'on a commencé, on a beaucoup de gens qui se sont intéressés à nos discussions et à son travail, surtout à Alain, et qui ont pris contact directement, dont un physicien qui a travaillé sur des choses aussi très, très, très poussées. Et donc, c'est du haut niveau qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est ça. Bon, alors, cette cinquième partie, Alain, avant, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne t'ont pas encore Oui. vu ou qui n'ont pas encore compris qui tu es? Est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter? Alors, Alain Cagnati, j'ai 60 ans. Je suis physicien de formation, hein. Ensuite, j'ai fait une carrière au ministère de l'Intérieur en tant que cryptologue, hein, c'est-à-dire l'art de coder, décoder des messages. Voilà. Je me suis aussi beaucoup intéressé dans ma carrière professionnelle aux représentations sémantiques, hein, les graphes sémantiques, hein. Donc, j'aime bien la théorie des graphes et les représentations de connaissances, hein, le knowledge management, ça se dit en anglais. Voilà. Et puis, depuis quelques années, une douzaine d'années, et puis là, depuis quelques années, j'ai fini par écrire un livre qui tente d'unifier la physique, hein, et le phénomène de la conscience, parce que je pense qu'on n'aura pas de théorie complète de la science sans la conscience, hein, sans ce phénomène étrange, hein, pour le moment. Voilà. Donc, je viens de sortir ce livre et c'est vrai qu'il est difficile, c'est vrai qu'il est très éclectique, je parle d'ésotérisme, je parle d'alchimie, mais aussi d'algèbre de Clifford, de structure de la psyché, et là on va en parler plus. Voilà, donc ça paraît, c'est un travail un peu transdisciplinaire, hein. Voilà. Donc on va rentrer dans les détails après. Très bien. Ah là, donc là, on a le livre à l'image que vous pouvez commander en ligne. Alors, je crois que dans la description, vous retrouvez les liens, mais je vais vous mettre aussi. Et Alain, tu le proposes gratuitement Oui, à oui, tous oui, ceux oui. je vais vous mettre. Il suffit de t'envoyer un email, c'est ça. Alors, je vais Tout à mettre. fait. Vous m'envoyez un email, je vous envoie le lien vers le PDF, qui est l'équivalent du livre papier. Alors, il y en a D'accord. qui aiment lire des PDF sur un écran, d'autres qui préfèrent avoir la version papier. Il est cartonné, c'est un beau livre. Il est un peu cher parce que les frais d'impression coûtent cher. Et sachez que je ne fais pas ça pour l'argent, puisque je gagne 1 € sur les 39 du prix final. Je ne fais pas ça pour gagner ma vie, hein. Oui, parce que, comme tu l'as dit, tu es un chercheur indépendant, Oui, retraité aujourd'hui, retraité de ton
boulot Oui, d'avant, mais oui, tu continues à travailler oui, activement pour oui, faire avancer la science d'une manière voilà. générale. Et tu n'as pas parlé, mais tu es aussi l'organisateur ou le président de l'association qui organise un événement qui a lieu tous les Oui, ans depuis 10 ans dans ton village, un gros événement parce que les gens viennent de toute la France, ouais, voire plus, pour découvrir d'autres scientifiques, d'autres penseurs la thématique de la conscience et de la science. c'est ça. Les Alors, est-ce que tu rencontres peux nous en, science et conscience. est-ce que tu peux en parler quand même avant qu'on aborde le livre Alors, plus en profondeur? c'est une rencontre qu'on fait tous les ans depuis 9 ans déjà, hein, donc l'année prochaine, enfin la 10e édition, qui réunit des penseurs, des scientifiques, des neurologues, des médecins, des chercheurs du CNRS, avec parfois des chamans, des alchimistes, dont je crois faire partie, et on essaie de trouver des ponts entre la science et la conscience, hein, qui sont souvent, qui semblent, les scientifiques semblent repousser cette notion de conscience, ils ne veulent pas en parler. Bon, je crois que c'est une erreur, hein. Une science complète doit intégrer à la fois la science physique, hein, et la notion de conscience. Voilà. Bon, je ne Bon, vais pas en j'ai mis parler à plus. l'écran, on retrouve facilement sur Internet, il y a Oui, un oui, oui, site qui permet oui. d'avoir les dates, parce que je crois que c'est à la Pentecôte, C'est le fin week-end de mai. Pentecôte à Haut-Villard, dans le Tarn-et-Garonne, 82. Et je crois que cette année, on va voir comment on s'organise, mais on va pouvoir le retransmettre en direct Probablement, ouais, ça serait bien. sur les chaînes YouTube. Bon, on en Ouais. reparlera. Alors Alain, ce livre-là, je vais le remettre à l'écran. Ce fameux livre que tu nous as pondu pour Noël, là, que tu nous offres, Oui, et que tu offres, c'est vrai, on peut l'acheter, mais aussi tu l'offres en PDF à tous ceux qui t'envoient un oui. email. Donc je remets, parce que un peu la bannière avec Alors, l'email. Bon, voilà. Ce livre, on va rentrer dedans là maintenant. Hein, je vais faire un bref résumé de ce qu'on a dit depuis les 4 ou 5 vidéos qu'on a fait. d'accord. Alors, j'ai commencé ce livre. Oui, tu pourras pas. On va étudier la formule canonique du mythe, hein, Oui, alors je me recale un sur. peu plus haut, juste un tout petit peu plus haut dans le livre. Mais je résume, Voilà. je résume. Oui, Il y a deux gros chapitres à ce livre. Un chapitre qui traite de spiritualité, d'alchimie, d'ésotérisme, mais qui est en fait, qui parle de conscience évidemment, et qui est une introduction à un savoir multimillénaire pardon, au sujet de la conscience. Je fais l'hypothèse que les gens, les initiés, les grands initiés, les grands mystiques, les sages taoïstes, les mystiques chrétiens, les mystiques de l'islam, etc., etc., je fais l'hypothèse, et c'est mon sujet d'étude, les alchimistes, je fais l'hypothèse qu'ils ne sont pas fous. Voilà, c'est pas sorcier, hein, à exprimer. Je fais l'hypothèse que ces gens-là ont des choses à dire qui viennent plutôt de leur intériorité, de leur méditation, de leur élan mystique, et j'étudie ce qu'ils disent. Et comment dire, mon impression, c'est que déjà, ils sont pas fous, ils délirent pas, ils ont des choses à nous dire, et il y a une grande unité dans tout ce qu'ils disent, et eux-mêmes ont atteint des degrés d'unité, au moins de cohérence interne rares. D'un autre côté, les physiciens, hein, dont je suis un représentant, les physiciens, eux, ils cherchent une unification, notamment des interactions, de la relativité avec la mécanique quantique, etc., etc. Donc, et là, on a donc dans la première partie, c'est surtout destiné à comprendre ce qu'est la spiritualité, hein, pour faire bref. Dans la deuxième partie plus physique, j'introduis ce
que j'ai lu dans des livres, des sites web, des articles de sciences. J'ai introduit ce qu'on appelle l'algèbre de Clifford, ou GA, Geometric Algebra, comme étant probablement une description mathématique extrêmement unifiante. Voilà. Et j'ai remarqué que les mathématiciens eux-mêmes avaient une accointance vers cette algèbre de Clifford comme étant vraiment quelque chose de très unifiant au sein des mathématiques. Et d'un autre côté, David Estenes, un physicien américain, lui dit qu'il faut utiliser ces algèbres de Clifford, GA. On va un peu plus loin dans ce chapitre technique et on dit il faut utiliser APS, Algebra for Physical Space. C'est une préconisation de David Estenes et une double préconisation d'un physicien qui s'appelle Jesús Sánchez de Bilbao, un chercheur indépendant aussi, qui dit qu'il faut utiliser APS. Et APS, je te coupe, mais APS, c'est bien l'algèbre de Clifford, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est l'algèbre de Clifford sur R3. Appliqué à l'espace à 3 dimensions. Et pas l'espace-temps. Hein, parce que si je me rappelle les épisodes précédents, c'est que tu nous as. C'est que l'originalité de ton travail. De Jesús Sánchez. Et avec Jésus, pas que toi tout seul, ok. Oui. Avec Jesús Sánchez, l'originalité, c'est d'appliquer cette algèbre particulière qui est l'algèbre de Clifford sur R3, de l'appliquer sur l'espace à 3 dimensions que tu appelles R3. C'est ça. Et c'est deux, parce que je suis content, je crois avoir compris, c'est grâce à cette utilisation de l'espace tout court, R3. Et pas l'espace-temps comme faisait Einstein, que l'espace, et que là, on va pouvoir unifier tous les champs, toutes les forces et tout ce qui existe, parce que ça génère 8 dimensions. 8 degrés de liberté. Bon, ok, voilà ce que j'ai compris plus ou moins. Donc, en fait, c'est une extension assez naturelle de l'espace R3, l'espace à 3 dimensions. Parce que en donnant 8 degrés de liberté, cette algèbre de Clifford sur R3 va permettre naturellement, simplement, d'intégrer l'algèbre à 4 dimensions, celle qu'on connaît bien, nous les physiciens, l'algèbre, la physique d'Einstein ou de Minkowski, en 4 dimensions, c'est-à-dire 3 dimensions d'espace et 1 dimension temporelle qu'on prend dans les nombres complexes. Voilà. Eh bien, la sous-algèbre de Clifford, là, de GA, de APS, contient naturellement l'algèbre de Minkowski. Donc, déjà, il n'y a pas d'erreur flagrante de notre part. En faisant une extension de l'algèbre qu'on va utiliser, on inclut naturellement l'algèbre de Minkowski. C'est déjà pas mal. Mais on s'aperçoit tout de suite que cette algèbre, elle permet aussi, grâce à ces divers éléments, scalaires, vectoriels, pseudo-scalaires, et bivecteurs, ça s'appelle des bivecteurs. Bon, je laisse les gens consulter le livre. Alors, on a tous les éléments dont les physiciens ont l'habitude de se servir pour faire de la physique, et notamment des champs électromagnétiques, etc. Et donc, une fois qu'on a compris que cette algèbre, elle est probablement la bonne, il y a plusieurs éléments qui m'ont conforté dans cette idée. Premièrement, Sean Magid, un grand physicien théoricien des algèbres quantiques, dit « Si on veut une bonne algèbre, ce serait bien qu'elle soit autoduale. » Elle l'est.
Je vais très vite parce que je veux passer à la suite. Là, tu fais le résumé des 4 parties précédentes. Je fais le résumé de tout ce qu'on a dit depuis le début. Ceux qui auront du mal à comprendre, là, parce que je vais très vite, ils ont qu'à regarder regarder les vidéos précédentes ou lire le PDF. Hein. Donc, la nouvelle algèbre APS, elle est autoduale. Et là, c'est là que le lien commence à apparaître entre la notion de mind, body, problème, mind, l'esprit, body, la matière. Et Sean Magid préconise qu'une algèbre autoduale pourrait, d'une certaine façon, ressembler ou modéliser ou formaliser même la relation entre le corps et l'esprit. Et je crois qu'il a raison. Hein, je lui fais confiance. Et donc, l'algèbre APS étant autoduale, je dis, tiens, elle a un argument de plus. Il y en a d'autres. Il y a quelque chose de très important, c'est que l'algèbre APS intègre nativement, naturellement, la symétrie CPT. Charge, parité, temps. Dans la physique, on peut inverser le temps. On peut le faire se dérouler dans un sens ou dans un autre. Les équations restent symétriques. T. Dans la physique, on peut regarder une expérience dans un miroir, c'est la parité. On peut regarder une expérience dans un miroir, elle semble vraie. Quand vous vous regardez dans un miroir, vous présentez votre main droite et dans le miroir, il y a une main gauche. Et pourtant, la personne que vous avez en face de vous semble être la bonne. Eh bien, attention, en physique, la symétrie de parité, c'est-à-dire de renversement dans un miroir, n'est pas conservée. Par contre, la symétrie, il faut inverser les charges ou inverser le sens d'écoulement du temps. Mais si vous prenez l'inversion des charges, plus, moins, l'électron, le positron, si vous prenez le proton et l'antiproton, alors, si vous prenez les 3 symétries en simultané, c'est une symétrie fondamentale de l'univers. Et l'algèbre de Clifford sur R3 respecte, d'une certaine façon, cette symétrie CPT. Voilà. Ça, c'est un des arguments massus qui fait que cette algèbre, elle est bonne. Voilà. C'est compliqué. Très bien. Bon, alors, écoute, moi, j'avoue, là, j'étais un peu pris ailleurs, mais même si… Oui, je comprends. J'essaie, parce que je regarde aussi les commentaires. Alors, il y a des gens qui Nicolas, pense que ça n'est pas du tout… Qu'est-ce que c'est ? Nicolas N403K. En 30 ans de métier, je n'ai jamais entendu de telles inepties. Ah, ben c'est bien. Ouais, ça crée de la… oui, alors… Ouais, ça peut créer du débat, mais s'ils pensent que c'est des inepties, eh ben, c'est pas grave. Moi, Mais non, mais c'est que ce qui serait intéressant, c'est qu'ils puissent argumenter. Parce que c'est pas le… Oui. Parce que là, c'est facile de dire c'est des inepties. Il faudrait qu'ils nous donnent quelques éléments pour dire que ce sont des inepties. Moi, tout à fait. J'avoue que j'ai pas le niveau pour te contrer bien sur cette argumentation. Bien sûr. Il n'y a pas grand monde qui… C'est les très grands physiciens qui peuvent contrer ce que je dis. Nicolas est sûrement un très, très grand physicien, donc j'aimerais qu'il m'apprenne plutôt que… Bon, mais non, je mais sais pas. Il y a d'autres… par exemple, Break… dit que c'est intéressant. Et oui, mais voilà. Honnêtement, je crois que c'est intéressant, pour le moins. Dire que c'est des inepties, je suis pas sûr. Mais bon, chacun a son avis, chacun a sa façon de voir les choses, de parler. Sauf que là, on est dans le domaine de la science. Et toi, tu t'appuies sur des éléments que les gens peuvent… la science, c'est qu'on peut aller vérifier. Tout est sourcé. Tout est sourcé. S'ils ne me croient pas, qu'ils aillent voir, il y a 30 liens vers des articles, notamment des articles de géométrodynamique. Il y a assez d'articles pour aller vérifier à minima ce que je dis.
et peut-être en percevoir la cohérence. Mais bon, je ne peux pas rentrer dans un débat là, comme ça, en ligne. Non, non, mais ce n'était pas le Alors, but. C'est maintenant, simplement te dire qu'il y a beaucoup de réactions, en tout oui, cas. On a du monde en direct. Donc, Alain, est-ce qu'on peut, parce que là, c'est la 5e partie, est-ce oui, qu'on peut aller, comment dire, dans le on cœur du livre continue. et continuer? Moi, je vais enlever cette bannière, la Oui, couverture. Voilà. voilà, On voilà, s'était arrêté à la formule canonique du mythe. Alors, tout à euh, fait. tu vas nous donner, nous expliquer qu'est-ce que vient faire l'anthropologie, Lévi-Strauss est un Tout anthropologue, à fait. dans cette histoire d'unification. OK. euh, Donc là, on va raconter des inepties encore plus grosses. Hein? non, Je parle à non, non, non. Breca. On va dire des inepties encore plus grosses qui vont sûrement l'épouvanter ou le heurter, mais je vais quand même. Alors, pourquoi avoir parlé dans un chapitre, le chapitre 2, qui se veut plutôt mathématico-physique, pourquoi mettre Claude Lévi-Strauss, qui est lui un anthropologue? L'anthropologue. C'est-à-dire, on appelle ça, pour les physiciens ou les mathématiciens, on appelle ça des sciences molles, des sciences humaines, des sciences du langage, des sciences, bon, les physiciens et les mathématiciens prennent pas ça au sérieux. Mais Claude Lévi-Strauss est un anthropologue. Il va au Brésil après ses études et il va écouter des mythes amérindiens, des mythes qui racontent des histoires. Et il en écoute plein. Et au bout d'un moment, je la fais très brève parce qu'on est toujours en temps contraint, au bout Ouais. d'un moment, il trouve que la structure, Claude Lévi-Strauss est un structuraliste. Il cherche à comprendre la structure des choses. Et Claude Lévi-Strauss, dans ses mythes, il dit, tiens, ils ont toujours plus ou moins la même forme. Hein. C'est un peu comme s'il racontait la même histoire, mais tantôt avec des oiseaux, tantôt avec des jaguars, tantôt avec des humains, tantôt avec des potières, la potière jalouse, etc., etc. Donc, il trouve une structure dans tous ces mythes, il trouve qu'il y a toujours la même structure. Alors, ça ressemble à une forme de structure grammaticale. Mais en fait, moi, je l'identifie, hein, c'est mon analyse, c'est ma vision des choses, comme une structure de la psyché, c'est-à-dire comment pensent les Amérindiens, qui sont des peuples, on dit primitifs, mais attention, leur pensée n'est pas primitive dans le mauvais sens du terme. Ils ont une pensée, je dirais, archétypale, c'est-à-dire primale. Hein, faut pas voir primitif comme idiot. Il faut voir comme primitif comme une pensée simple, simple et primitive au sens de première. Bon. Donc, il se fait aider par un de ses plus grands amis, André Weil, André Weil, un immense mathématicien français, et ils sont copains de classe, je crois. Et donc, ils vont. André Weil lui dit, c'est marrant, la structure que tu sembles détecter dans les mythes, et dont il lui a donné la formule canonique du mythe, ça ressemble à un groupe qu'on connaît tous, les mathématiciens, le groupe de Klein. V4, hein. V c'est le mot allemand pour groupe, et 4 à 4 éléments. D'accord? Ah. Donc, là, je sens que tu vas nous reparler de l'espace-temps, là. Mais bon. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est là la clé du livre aussi, c'est que si on fait l'hypothèse, alors, bon, André Weil l'aide mathématiquement à structurer ce qu'il a cru percevoir de manière intuitive, parce que Lévi-Strauss n'est pas un mathématicien. Et donc, si tu remets le livre et tu descends un peu là, juste un peu là, juste un peu, le mot symplectique, voilà. Et là, moi, je connais depuis longtemps, depuis toujours, depuis mes études, il y a un principe qui s'appelle le principe de Curie. Il est un peu plus bas là. Le principe de Curie, qui dit qu'un un phénomène physique a une symétrie, hein, il est symétrie de révolution, il est il y a diverses formes de symétrie. Alors, les causes
symétriques vont engendrer des conséquences qui contiennent éventuellement la même symétrie. Voilà. Alors, il peut y avoir des brisures de symétrie. Les causes symétriques vont engendrer des conséquences qui ont la même symétrie. Bon, pourquoi pas. Hein? Donc, et c'est là que c'est une des clés du livre aussi, enfin, une des clés, une des choses qui me paraissent cohérentes, alors très intuitives et peut-être ineptes pour certains, mais parce qu'ils n'auront pas perçu la clé de ce livre. Si, supposons que l'espace, le substrat dans lequel nous vivons, hein, l'espace fondamental, est une symétrie de type du groupe de Klein, hein, alors on hérite de cette symétrie, de cette structure, dans la psyché humaine. Et curieusement, l'algèbre CL3 contient naturellement le groupe de Klein. Et la psyché humaine, et vous allez voir qu'on va continuer sur la notion de psyché humaine. Alors, je t'arrête parce qu'en fait, Lévi-Strauss, c'est lui qui a utilisé le groupe de Klein pour définir la psyché. Non. Les structures mentales, des Amérindiens. Les mythes des Amérindiens. Donc, il a utilisé les mathématiques. Il s'est fait aider. De Klein, qui, elle, est incluse, cette structure de Klein est incluse dans l'algèbre de Clifford. Oui. Et que toi, l'algèbre de Clifford, tu l'utilises pour unifier la science, la physique. J'ai résumé. Oui, que j'ai compris. J'utilise l'algèbre de Clifford sur R3 pour modéliser l'espace dans lequel on vit et qui fait naturellement émerger le temps et qui intègre naturellement aussi les notions de champs, des champs vectoriels, scalaires, des champs vectoriels ou des champs fermioniques, des champs… Mais alors, pour revenir à pourquoi tu as le lien que tu crées entre les mythes que le structuraliste, que l'anthropologue Lévi-Strauss a vu comme étant pouvant être structurés comme mathématiquement par les formules de Klein, ou je ne sais pas comment tu appelles les structures des mythes, la structure narrative, si on peut dire grammaticale ou narrative, c'est-à-dire le schéma de pensée qui est dans ces mythes ressemble, est analogue ou semble ressembler, hein, je ne sais pas comment le dire, à une notion mathématique très connue qui s'appelle le groupe de Klein. Voilà. Un groupe à 4 éléments. Et toi, d'accord, mais toi, tu fais le lien entre ce groupe de Klein, entre cette structure des mythes que le groupe de Klein peut décrire, tu fais le lien et tu le généralises quelque part. Tu dis que toutes les structures de pensée pourraient être… C'est ça. Notre structure de pensée, notre façon de penser, notre façon de raconter des histoires, ça décrit le schéma narratif de notre psyché. Eh bien, on hérite ça, nous les humains, on hérite ça de la structure primordiale, fondamentale de l'espace. Archétypale. L'archétype, c'est la structure dont on ne peut pas se départir, c'est engrammé, si on peut dire, dans l'espace. Alors, certains penseront que c'est une idée folle, hein, mais j'en ai moi-même conscience, j'extrapole extrêmement fort, mais c'est très, très intéressant de trouver cette curieuse coïncidence. Mais si on fait l'hypothèse que la structure sous-jacente au monde est une pensée, une conscience, hein, alors l'humain en hérite par une succession
naturel qu'on appelle le principe de Curie, mais un principe de Curie étendu. Hein. Les structures symétriques initiales, on les retrouve dans les structures finales et la psyché humaine en fait partie. Voilà. Bon Alain, donc on va reprendre le cours des livres, mais non, je veux dire, il y a quelque chose de nouveau là que tu as introduit, et d'ailleurs il y a Laurent Casa là qui demande, mais j'ai hâte de vous lire dans Phys. Alors ça c'est des magazines à comité de lecture, j'imagine, sur Arxiv. Est-ce que parce que ce que tu as publié sous forme de livre, ça peut être publié sous forme d'une publication. Oui. Moi honnêtement, hein, j'ai pas peur de dire que ce que je dis dans le livre, repris par des gens peut-être plus compétents que moi, je suis pas un grand physicien, je suis pas un grand mathématicien, mais repris de façon assez structuré et appuyé de nombreux exemples pourrait faire l'objet, oui, d'un article, peut-être pas d'un physical review, hein, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Et d'ailleurs, tu me disais qu'un physicien français t'avait contacté pour lire ton livre et pour pouvoir avancer peut-être. On verra. Et s'il y en a parmi, et d'ailleurs on peut dire que s'il y a parmi les auditeurs des gens qui sont de ce niveau-là et qui veulent travailler avec Alain, toi, tu es tout à fait ouvert pour... Oui, moi, je demande qu'à être éclairé par des gens plus compétents que moi. Moi, j'ai atteint mon degré de compétence maximale. Conseil de Peters. Et alors, donc, du coup, d'ailleurs, ton livre, pour ceux qui veulent se le procurer, ils peuvent l'acheter en ligne. Là, on a mis le lien tout à l'heure, je ne sais pas si... Mais tu l'offres gratuitement à tous ceux qui t'envoient un email. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, très bien. Laurent Casa, je vois sa remarque, oui. Je comprends, il pose toutes les questions, quels sont les objets de base, quelles sont les prédictions, mais qui lisent David Estenes, qui lisent Jésus Sanchez, qui lisent, j'ai plein d'autres références dans le livre, qui les lisent et qui essaient de comprendre par lui-même. Je ne peux pas l'expliquer là de manière très simple. On en a parlé dans les 4 premiers épisodes de David Estenes. Tout à fait. Moi, ce que je fais, je veux dire ce que je fais, ce que je crois apporter, c'est une espèce de cohérence et de vision transdisciplinaire. Je le précise dès le début du livre, ma vision est transdisciplinaire. Elle traverse. Je ne suis pas spécialiste. Des mathématiques. Je ne suis pas spécialiste de la chromodynamique quantique. Je ne suis pas spécialiste. Mais j'ai survolé. Pour certaines, je les ai approfondies assez fort. Je prétends pas, non, contrairement à ce qu'on croit, je prétends pas être un physicien spécialiste, je prétends pas être un mathématicien de haut niveau, loin s'en faut, vraiment pas. Mais par contre, j'ai lu suffisamment de documents de gens que je crois sérieux, Sean Magid, David Estenes, il y en a d'autres, les noms m'échappent là, j'ai pas toutes les références sous les yeux. Mais on pourrait. Moi, j'ai le livre sous les yeux. Non, mais Alain, il ne s'agit pas. J'essaie de me justifier, mais c'est pas le problème. C'est pas là aujourd'hui. Tu dois nous transmettre et pas forcément te justifier, mais plus nous transmettre ta pensée. La cohérence. Et la cohérence de ta pensée. Voilà, c'est ça. Ceux qui voudront creuser et le fassent. Confronter, il n'y a aucun souci. La science, c'est ça aussi. Hein. Donc, je vais remettre à l'écran le livre. Oui. Hein oui, on va avancer. On va avancer. On va avancer oui, parce on va avancer parce que on a dit qu'on faisait 45 minutes aujourd'hui et donc il faut qu'on avance. Parce on va avancer. On va aller vers la conclusion quand même. On va aller vers la conclusion. Et on y est presque là déjà. On est presque à une espèce de conclusion. Et ça, c'est là par contre, j'en revendique l'idée, quoi, la paternité, si on peut dire, c'est que
les structures fondamentales mathématiques, évidemment, des théories des groupes, Ouais. qu'on retrouve dans la description de l'espace et de l'espace-temps et de l'ensemble des champs qui pourraient être intégrés à l'espace, se retrouvent dans les structures de la psyché humaine. Alors, maintenant, descends un peu. Alors, je laisse les gens lire la partie sur l'algèbre, sur la formule canonique du mythe, pardon. C'est Parce que difficile à décrire. là, tu Oui, parles, là, tu vois, dans cette partie où tu parles de l'anthropologue Lévi-Strauss, oui, tu oui, amènes aussi, tu nous parles de Rupert Sheldrake à un moment. La oui, morphogénèse oui, utilisée n'est-elle pas rapprochée des morphogénétiques? Donc là, tu rapproches des concepts tout à fait. qui paraissent. Qui paraissent très éloignés, Ouais, mais ouais. pourtant qui touchent vraiment à quelque chose de fondamental. Il est Donc pas, en fait, la forme, parce que là, si je comprends, c'est que toi, tu structures le structuralisme en anthropologie, de, en oui, sociologie, de Claude Lévi-Strauss. de Claude Lévi-Strauss, t'a amené donc à cette idée qu'il y aurait une forme aussi dans la psyché humaine, une forme mathématique de la Oui, psyché humaine, qui est oui, à rapprocher de la forme mathématique de l'espace. oui, C'est ça. de l'espace. Si tant est que l'espace soit une pensée. Voilà. Et Attends, c'est ce attends, que qu'est-ce que je tu veux dire crois. par là? Qu'est-ce que tu dis quand si tant est que l'espace soit une pensée? L'hypothèse. Je fais une hypothèse spiritualiste de type qu'on appelle post-matérialiste. Je fais une hypothèse que la structure sous-jacente au monde est une pensée. Appelons-la, allez, n'ayons pas peur, c'est la pensée de Dieu. Dieu pense, c'est Bon, un grand mathématicien, Dieu, hein, il a une oui, pensée et il va ok, faire émerger un monde, donc l'espace, le temps, la oui. matière, l'énergie, et toujours avec la structuration mathématique constante, et l'humain, dans son évolution biologique, est doté d'une psyché, d'une forme de pensée, d'une structure cognitive qui est la même que celle de... Les religieux, les chrétiens diraient, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Oui, N'entendez bon. rien de religieux dans ce que je dis. J'ai pas dit aller à la messe. Je vous ai dit que les gars qui ont pensé ça, qui ont dit Dieu a été créé à l'image de Dieu, pardon, l'humain a été créé à l'image de Dieu, ils avaient une intuition fulgurante. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je ne vous dis pas Et, de croire en Dieu, mais non, 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 d'accord, mais toi, tu dis ça parce que tu dirais que la pensée oui, est structurée mathématiquement et a oui, une structure oui, mathématique oui. que les Klein. Alors, qu'est-ce que c'est Klein Claude déjà? Lévi-Strauss a détecté, et avec l'aide de son ami André Weil, quand même, le frère de Simone Weil, pour info, Ouais. il lui a dit, son ami mathématicien lui a dit, c'est marrant ce que tu sembles décrire dans la gymnastique psychique des Amérindiens, et notamment à travers leurs mythes, des différents mythes, on dirait que tu parles du groupe de Klein. Voilà, je le fais bref, mais lisez, approfondissez, cherchez à lire. OK. Donc, la structure que l'on retrouve au fondement du monde, si je ne me trompe pas, je prétends pas, mais en tout cas, moi, ça donne une grande cohérence à mon récit. C'est-à-dire, il y a des éléments tellement intéressants que, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je n'ai pas dit Ok. que c'était juste, On, je n'ai pas dit que on- j'avais on va trouvé. avancer. Ouais, Alors, on on va va avancer. avancer. Donc, parce qu'on doit conclure ce livre, quoi. Oui, On doit aller jusqu'au bout, puisqu'on l'a promis
aux gens qui nous suivent de faire Oui, donc chapitre par chapitre le décryptage de ton livre, parce que moi, quand j'ai essayé de le lire, je rappelle à tout le monde que moi, bien j'ai un sûr. niveau, mon J'ai, niveau mathématiques et physique, c'est bac+2 et encore, puisque bon, moi, je suis allé en biologie après le bac, mais je me suis arrêté 2 ans après. Mais le truc, c'est que euh, quand j'ai voulu lire ton livre, je t'avoue, j'ai lu la première partie qui traite de spiritualité et qui montre comment il y a une recherche dans toutes les spiritualités d'unité, et oui, la dernière partie, la conclusion, qui fait la synthèse avec ce que tu as dit. Mais le principal de ce livre, c'est de la physique et des mathématiques appliquées à la physique qui nous permettent de comprendre qu'on est sur la voie de l'unification dans c'est ça. en physique, et que la conscience C'est est ça. intégrée d'une manière scientifique, hein, d'une manière Modéliser, une forme de modélisation de la notion de conscience au sein même de l'algèbre, c'est-à-dire, mais là, faut lire le livre parce que je ne peux pas le résumer en 3 minutes. il Mais faut lire le j'aime livre, ce que dit. mais moi j'ai tendance à dire que moi j'ai essayé de lire le livre, mais sans ces explications qu'on fait depuis, c'est la 5e Oui, séance oui, qu'on fait ensemble. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être vraiment rentré dans le livre. oui, Et j'avoue qu'en première lecture, sans ton aide, bien sûr. euh, J'ai j'étais un mis peu sec. 40 ans à écrire ce livre. C'est 40 ans de réflexion et Ouais. 3 ans de découverte, hein, si on peut dire. C'est pas j'ai appelé ça j'ai appelé ça des trouvailles. C'est-à-dire, j'ai trouvé des articles de physiciens, des articles euh, qui ont vraiment fait éclore dans mon esprit une immense cohérence. Voilà. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Bon, Là, voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? On on repart avance, on sur. avance, On avance. Là, on j'ai avance. déroulé, je déroule, j'avance. Oui, Si tu veux, tu m'arrêtes, tu me dis. vas-y, vas-y. Parce que là, on pourrait On aller direct. avance. Il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup d'idées qui. Je parle de Sean Magid. Hein. On avance, on avance, on avance, on avance. Ne pas discuter Encore, encore. avec les ânes, ça me plaît, ça. Bon, Vaut mieux voilà. éviter de perdre son temps avec des ânes. Mais moi, je suis un âne, attention. Non, ouais, Je mais suis un âne, avec je suis un âne, c'est-à-dire que j'ai un pas âne de du bonne volonté. Voilà, donc tu perds du temps avec moi. Non, je Non. pense pas. Je pense pas, parce que ça permet à beaucoup de gens, je l'espère en tout cas, ce qu'on fait tous les deux, c'est de comprendre des choses qui, a priori, on n'a pas envie, quoi. Moi, quand je commence à avoir des formules mathématiques dans un Oui, bouquin. je comprends. Il n'y a personne qui veut. Alors, Moi, je attends, suis passionné. Je veux dire pourquoi j'arrive à aller dans ces la bouteille de conversations. Klein, la bouteille de Klein, là, parce que tu nous as parlé de cet espace de Klein ou de cette mathématique de Non, Klein, non, non, le groupe de Klein, ça n'a rien à voir avec la rien bouteille. à voir. Rien à Non, voir. Bon, pas ok. vraiment. Pas Bon, vraiment. ok. Et Non, alors, j'ai mis ces représentations comme ça pour faire réfléchir, pour donner des. Tiens, là, tiens, reviens sur ce petit truc-là qui est marrant. Là, celui-là. ouais, Ça, c'est marrant. Il y a un air du groupe de Klein. Hein, c'est ouais, ouais. une image que j'ai Allez-y. trouvée un jour. Et alors, je l'ai mis, j'ai pas détaillé assez. Mon livre est pas parfait, hein, loin s'en faut. J'ai voulu le finir. À un moment, il faut clôturer la conversation quand on écrit. Sinon, j'aurais mis 200 pages de plus. Mais ça, c'est un truc intéressant de la religion chrétienne, hein, de l'ésotérisme chrétien, donc qui est intéressant. Mais continue un peu, continue, déroule, 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 et Alors, moi, je, attends, symétrie miroir et retournement de la sphère, ça, c'était ça, la bouteille de Klein, là, tout à l'heure? C'est une il sphère. y a quelque chose comme ça, mais Bon, ok. euh, Mais ça, je l'ai, non, mais avance. Ouais, Ah, tiens, ça c'est intéressant. Cette image est intéressante. Descends un peu encore. Hein. Les gens connaissent cette image de Dieu qui tend la main à Adam. Hein, c'est à la chapelle Sixtine. Hein. Mais ouais, regardez Dieu, il est en haut. Regardez.
là, Ouais. il tend sa main droite. Est-ce que vous le voyez? Il tend, descend un peu, il tend sa main droite, Dieu, là, on voit, Ouais. la main de Dieu est à droite, et Ouais. l'homme lui tend sa main gauche. Ouais. Ok. Ça, ça, les physiciens qui écoutent cette émission, ils vont dire ouais, c'est du baratin. Mais moi qui suis alchimiste, qui suis sensible aux intuitions des grands artistes, des mystiques, j'ai le sentiment, hein, c'est moi qui le ressens, hein, que cette image, elle est fondamentale parce que Dieu, il tend la main droite et l'humain qui est à son image, hein, et ben, lui tend une main gauche. Alors, on sait que la gauche, ça signifie un peu l'imperfection. Moi, je suis gaucher d'écriture. Hein. Et la gauche, quelque chose qui est gauche, c'est assez maladroit, c'est assez imparfait. Et pourtant, si vous, là sur ce petit dessin, si vous placez un miroir, Dieu est à droite et l'homme est à gauche. C'est comme si Dieu avait créé l'homme à son image, dans un miroir. Et le mot miroir, vous verrez, je le cite au moins 500 fois dans mon livre, de façon allégorique ou de façon plus pointue. Et on va descendre, et je vais encore citer deux petits exemples, hein, si on a encore quelques minutes. On descend, on Oui. descend, on On a encore descend, un on quart descend. d'heure. Attends, hein, laisse-moi descendre. Alors, je parle de Jean-Marie Souriau, un immense physicien français. Je parle d'un autre psychanalyste, Piaget qui a étudié, lui, il n'a pas étudié les mythes amérindiens, il a étudié la conformation et la formation de l'esprit chez les enfants, donc la pensée primitive. Et il a observé qu'il y avait un groupe, INRC, qui semblait là aussi se sortir de la structure ou la structuration des enfants. Les enfants Un font des groupe. gestes, les tout petits, hein, Attends. les tout C'est quoi un petits. groupe? Un groupe INRC, c'est quoi? C'est un groupe mathématique. Ça ressemble au groupe de Klein, encore une fois, un Ah, groupe voilà. à quatre éléments. Quatre D'accord. éléments, Voilà. Donc encore quelqu'un qui travaille dans les sciences humaines, tout à fait, qui utilise les mathématiques tout à fait. pour modéliser une forme de pensée, de psyché. La pensée Hein? des enfants, des tout La petits. pensée. Et D'accord. donc, les enfants, les tout petits, on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas une pensée primitive, une pensée primordiale. Eh bien, dans leurs gestes, les gestes, là, ils verbalisent pas, les enfants. Dans les mythes, il y a une verbalisation de la psyché. Dans le groupe de Piaget, il y a l'enfant a un geste quand il joue avec des cubes, hein, des cubes d'enfants. Il sait les poser dessus, les retirer. Il a compris qu'on pouvait faire une opération en avant, une opération en arrière. Ça, c'est une théorie, c'est la théorie des groupes qui décrit ça. Il y a l'inverse, le réciproque, etc., etc. Mais je laisse les gens lire parce que là, ça devient, c'est complexe. Oui, là, on n'est plus dans les mathématiques. On est quand même dans une. Le groupe de euh, Piaget, on est encore dans le groupe INRC qui ressemble, encore une fois, au groupe de Klein, à 4 éléments. donc, l'intérêt, c'est toujours de modéliser. Là, tu vas La vers une psyché. modélisation, la psyché, la La conscience. Ce psyché, que tu appelles. la psyché primitive, hein, je parle le fondement même de la psyché, c'est pas la pensée abstraite moderne trop compliquée. On parle d'enfants qui jouent ou de peuples amérindiens qui décrivent un mythe, une histoire, une fable. Et si les gens croient que les fables sont des fables au mauvais sens du terme, hein, au sens c'est des fables pour les enfants. Non, 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 non. Les fables que racontent les Amérindiens sont structurées, sont pleines de sens et de signification. Voilà. Mais descends, Bon, descends. On avant continue. quand même, je vois que Roger Penrose, qui est quand même un prix Nobel de physique Oui, 2020. 2020, ouais, il a écrit quand même cette phrase, quoi. C'est toi qui l'as mis en avant. Je crois que la conscience est quelque chose de fondamental. Nous n'aurons Voilà. pas une vraie théorie de la conscience
tant que nous n'aurons pas une nouvelle physique. Tout à Donc, fait. ce physicien prix Nobel a travaillé donc sur ce lien entre la conscience et la physique. Oui, si on peut dire, hein, et sans présomption, on va me dire, oh là là, il se prend pour Penrose. Moi, j'adhère à 100% à l'idée de Penrose. J'ai 10 livres de Penrose derrière moi, je les ai tous lus. Je suis complètement conforme à sa pensée. C'est une pensée. Et lui, il n'utilise pas du tout l'algèbre de Clifford pour définir Non, alors, l'espace. non, il y a diverses voies pour arriver à cette compréhension. Non, Penrose n'utilise pas, mais il utilise une théorie qui s'appelle les twisters. Je n'ai pas le niveau suffisant pour l'avoir bien comprise, mais Penrose, il a plusieurs approches, une mathématique de physicien et une autre. Bon, bref. Mais parce que l'intérêt de ton livre, de mon point de vue maintenant, c'est que tu as amené quelque chose qui, somme toute, est assez simple, c'est-à-dire de partir de l'espace à 3 dimensions, oui. pour avec un algèbre l'algèbre de Clifford, avec cet algèbre-là particulier, en l'appliquant, je répète, parce que c'est le cœur de ton livre que je crois avoir compris, donc maintenant je peux le répéter, c'est que quand on applique cet algèbre de Clifford sur un espace à 3 dimensions, on crée 8 éléments qui peuvent décrire 8 dimensions, qui peuvent décrire quasiment tout ce que la science a découvert depuis Einstein. Tout ce dont les physiciens ont besoin. Tout ce qu'ils ont découvert, mais qui n'était pas unifié, qui était séparé. La mécanique quantique, avec la relativité générale d'Einstein, ça ne marchait pas ensemble. Tandis que grâce à cette intuition que tu as eue, et aussi Jesus Sanchez, donc deux et plein d'autres, physiciens. Plein d'autres. Moi, j'ai... Donc, il y a quelque part, là, tu es en train de nous dire que on va vers une unification en physique et que ça va même plus loin, c'est là où on en était, on va aussi on va vers l'intégration de la conscience dans cette histoire physique, mathématique. Oui. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de cette intégration de la conscience? Penrose, il le dit. Il dit... Je crois que la conscience est quelque chose de fondamental. Voilà, c'est ce que disaient les mystiques ou les ésotéristes ou les religieux ou les sages. Ils disent tout est conscience. Il y a une conscience initiale qui est sous-jacente au monde, sous-jacente, c'est-à-dire c'est une pensée. Eh bien, sur cette pensée va émerger l'espace, le temps, l'énergie, la matière et l'humain à la fin. Mais donc, cette conscience, elle préexiste, cette intelligence, elle préexiste à l'humain. C'est pas l'humain qui a c'est pas l'humain qui est en quelque sorte l'inventeur de l'intelligence. L'intelligence, elle existe avant lui. Bon. Mais continuons un peu, parce que là, on ne pourra pas décrire tout. Là, je parle d'ordinateur quantique, etc. On continue. Alors, voilà, tiens, ça, c'est un petit chapitre que j'ai ajouté. Voilà. Alors, ça, je voudrais en toucher 2 mots. Ça, vraiment. Qui est Philippe Bobola? Moi, je connais un petit peu. Mais Philippe Bobola, c'est un physicien vraiment un physicien d'assez haut niveau. Hein. C'est pas un théoricien de la théorie des cordes, mais c'est un physicien de formation. Et c'est quelqu'un qui s'est confronté justement aussi aux tribus, à certaines tribus primitives, mais toujours entendez par primitif des structures de groupes, de tribus, qui ont une pensée, je vais être archétypale, c'est-à-dire comme un enfant. Un enfant, il n'a pas une pensée qui est verbalisée, il a une pensée, on va dire intuitive ou bon. Et Philippe Bobola parle d'un double quantique. Et ça, pour moi, c'est
je vous laisse découvrir qui il est, ce qu'il a dit. Je pense que c'est fondamental dans ma description de la dualité qu'il y a entre le corps et l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai mis un enfant devant un miroir. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite image comme ça que j'ai trouvé jolie. Sacrilège. Tu as demandé à une IA de te faire... Oui, l'IA dessine mieux que moi. J'ai demandé à ChatGPT, dessine-moi un enfant qui se regarde dans un miroir et derrière, je veux des étoiles. J'ai une formation d'astronome, j'adore les étoiles, l'espace. Ça a bercé toute mon enfance. Et je trouve, il est mignon, ce gosse. D'accord. Et alors, donc, Philippe Bobola, physicien et anthropologue, je crois. Tout à fait. Il est physicien, anthropologue et il est quelqu'un de très intuitif. Il parle beaucoup de cette notion d'un double, un double quantique. Il appelle ça le double quantique. C'est quelqu'un à qui tu parles. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué, souvent, moi je me pose des questions et j'ai des réponses. Et je suis tout seul dans ma tête et pourtant j'arrive à parler. Parfois on croit que vous êtes nombreux dans ta tête. Hein, mais bon, ça, et puis des fois, c'est peut-être parce que je suis fou, je suis schizophrène, j'ai un dédoublement de la personnalité, non, je rigole, je ne crois pas du tout ça. Par contre, ce que je crois, c'est que ma pensée neuronale, ma pensée rationnelle, ma pensée cartésienne, celle que je connais assez bien, s'adresse à un double quantique qui, lui, est en quelque sorte dans un univers, un champ. Hein, je m'adresse à un champ, voilà, pour être très bref. Mon cerveau neuronal binaire, c'est-à-dire lui c'est soit vrai, soit faux, soit 0, soit 1, soit blanc ou noir. La pensée binaire, elle est neuronale, ou plutôt l'inverse. La pensée neuronale est plutôt binaire, alors que la pensée dans un champ, c'est une pensée multidimensionnelle, ou disons plutôt c'est des superpositions d'états. Et donc la pensée, je reprends, hein, dans un ordinateur quantique, l'état d'un spin peut être une superposition de plusieurs états. Et donc, là, c'est pas binaire. Par contre, quand on va mesurer un bit quantique, un qubit quantique, quantum bit, on va obtenir soit 0, soit 1. Mais dans la pensée ou dans l'espace des champs, il y a une pensée, on appelle ça intuitionniste. Alors, bon, c'est difficile d'expliquer ça, il faut lire, ça fait 40 ans que je réfléchis à ça, pardon, hein. J'ai du mal à résumer ça en quelques secondes ou quelques minutes même. Mais Philippe Bobola dit, on s'adresse à un double quantique et on en reçoit une réponse. Voilà. Ça, c'est fondamental. Eh bien, je pense que le cerveau neuronal s'adresse à un champ quantique, un champ primitif, primordial, et ce champ, lui, il est dans un état superposé. Il n'a pas encore choisi. Il faut attendre qu'on fasse une mesure, et c'est le cerveau qui fait la mesure. Hein. Les physiciens comprendront, ou au moins pourront comprendre de quoi je parle. Hein. Donc, descends encore un peu. Okay. Alors, Philippe Bobola, c'est un physicien, mais il est très intéressé par la quantique. Oui, pardon. Il a un doctorat en physique. Oui. J'ai été vérifié, mais c'est un physicien. Il a travaillé en physique. Il a fait quoi? Parce que je ne sais pas. Je ne connais pas ses références en physique théorique ou en physique. Je ne sais pas. Mais bon, il a un doctorat de physique. Mais l'intérêt, c'est qu'il fait le lien, c'est ça, avec l'anthropologie. Tout à fait. Et donc, là, il sert ton discours, en fait, qui est de dire qu'il y a vraiment une structure mathématique dans la pensée humaine qui peut se rapprocher de la structure, du même type de structure mathématique qu'on retrouve quand on veut unifier la physique. C'est ça. Bon. Alors, tu descends. Je cite Philippe Bobola.
j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ce qu'il dit. Jean-Pierre Petit aussi, alors lui, il est controversé. Jean-Pierre Petit, très controversé, très bon. On va passer sur, mais c'est intéressant parce il parle d'un univers bimétrique. Ça ressemble encore à ce que j'évoque moi dans l'algèbre pair et impair de l'algèbre de Clifford sur R3. Il y a une symétrie qu'on appelle une dualité de Hodge et qui ressemble encore une fois à quelque chose qui est dual et qui décrit assez bien le monde. Ensuite, on continue. Peut-être qu'on peut dire à ceux qui nous suivent, si ça les intéresse, qu'on a l'intention, mais on n'a pas encore programmé ça, d'aller à sa rencontre de Jean-Pierre Petit. Pourquoi pas ? Pour que toi, moi, mais surtout toi, tu puisses lui poser des questions très techniques et précises sur son modèle. Ouais, non, il est probable que j'ai pas le niveau mathématique pour lui demander de m'expliquer en détail. Mais... Oui, mais tu as un niveau de physicien quand même. Oui, donc bon, oui. on avance. Alors. Là, ensuite, je parle de masse négative, ça c'est intéressant pour des cosmologistes, pour des physiciens aussi, évidemment. Et je trouve que c'est proche aussi, mais on continue. Tu cites aussi Nassim Haramein. Oui, j'aime bien ce physicien hétérodoxe. J'aime beaucoup Nassim Haramein. Il n'est pas mainstream, lui. Hein, mais bon. Non. Pourtant, c'est bien ce qu'il dit. J'aime beaucoup. On continue. Non, je voudrais en arriver à quelque chose. Alors, je parle des frères Bogdanov. Alors, pareil, pour la plupart des physiciens, si vous leur parlez des frères Bogdanov, ils pensent que c'est des fous. Mais bon, ça simplifie les choses. Il y a les fous qui pensent pas comme vous et vous qui pensez comme vous-même, quoi. Or, je pense que les Bogdanov, c'était pas des idiots. Et surtout, ils étaient adossés à des vrais physiciens. Enfin, ils en étaient des vrais aussi. Mais ils étaient adossés à des physiciens de très haut niveau. Et notamment Sean Magid. Bon. Mais je veux arriver juste au suivant, le paragraphe suivant, et on conclura peut-être par ça, pardon. Là. Ça. Alors, de quoi veux-tu. Alors, là, ça. On conclura par ça pour le moment et on fera une autre émission pour faire une synthèse de tout ça. Mais ça, j'invite les gens qui ont un assez bon niveau en maths ou en physique de lire ce passage. Et là, j'avoue, j'atteins mes limites, il n'y a pas de doute. Hein, mais je voudrais que c'est ChatGPT qui m'a écrit ce passage, une partie. Une partie. Tu avoues. Non, mais je l'avoue et je le dis. Hein, mine de rien, ChatGPT, c'est un outil, il faut savoir l'utiliser, il faut pas lui faire confiance aveugle. Mais là, il a résumé quelque chose qui va un peu dans mon sens. À quel moment il écrit ChatGPT? Alors dis-moi là. Tu descends un peu. Oui. Tu descends, voilà. Alors, tout ce qui est, tout ce qui est entre guillemets, ça c'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Je cite ChatGPT et on dirait que ChatGPT écrit pour me faire plaisir. Et il me fait très plaisir. Parce que il arrive, ChatGPT a perçu dans ma simple question de quoi je voulais parler. Comment? On va lire ce que. C'est un peu long. Ce serait peut-être un peu long, mais. C'est tout ce qui est ensuite en dessous aussi? C'est tout ça aussi? Tout à fait. Et là, on va descendre un peu. On va descendre. Ne surligne pas tout. OK. Ouais. Et là, je lui parle de la symétrie miroir et psyché. Donc, je lui pose une question un peu dans ma façon de penser. Je lui dis, qu'est-ce que vous pensez? Et là, il répond, je trouve que c'est, pour moi, en tout cas, pour moi qui me questionne, je trouve que c'est très, très bien dit.
Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce que là, on ne sait pas Alors là, de quoi on on est parle. dans des maths de haut niveau. Je pense qu'il y a pas une personne sur 1 million qui peut comprendre ça. Il y a 50 personnes en France qui pourraient comprendre ce que Et c'est tu en que fais la partie? conjecture. Comment? Tu en fais partie? Non, non, non. Ah non, moi, j'en fais pas partie. Je suis pas, j'ai pas un niveau mathématique pour comprendre le Maxime Kontsevich. Mais j'ai lu des choses, et là, en l'occurrence, j'ai demandé à ChatGPT de formaliser ce que je croyais, et il le fait assez bien. La Mais alors, symétrie qu'est-ce que ça miroir. dit? Alors, qu'est-ce que c'est Ouais. cette symétrie miroir-là? Lis juste la phrase du bas, là, la symétrie miroir homologique. Donc, D'accord. symétrie miroir, déjà. La Moi symétrie qui, miroir homologique dit. Homologique, ça c'est dans la géométrie algébrique, on définit ce qu'on appelle des homologies, des cohomologies, des termes que je ne comprends pas bien, hein. Je ne prétends pas être un spécialiste de la géométrie algébrique, je ne suis pas un spécialiste de la physique théorique de haut niveau, je ne suis pas un spécialiste de Claude Lévi-Strauss, je ne suis pas un spécialiste du langage, mais sur le langage, j'ai beaucoup travaillé, bon, peu importe. La symétrie Et, miroir homologique dit que ces deux aspects différents peuvent être décrits de deux manières pour dire la même chose. Le symbole, la forme, et le processus, le flux, sont équivalents. Et ça, si quelqu'un le lit et perçoit ce qui est dit là, j'aurais gagné mon pari. alors, moi, J'aurais bien fait d'écrire ce livre. le Et je symbole, moi, pense je vais que j'ai bien fait. Bon, alors, on va rentrer le symbole, la C'est, forme et le c'est, processus, le flux. Donc, c'est les deux dans un miroir. Il y a d'un côté le symbole, le processus, mais c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que la forme? C'est quoi? C'est l'espace, par exemple? c'est la Euh, structuration ou la structure, la forme, c'est et le flux, c'est les informations. C'est quoi? c'est C'est la gymnastique de l'esprit, si on peut dire. L'esprit, c'est un flux. Ok, bon. L'esprit, le monde évolue comme une pensée. Et donc, la pensée, elle n'est pas statique, elle est dynamique, c'est un mouvement. Et pour prendre un équivalent dans la théorie des groupes, c'est un opérateur qui va faire agir euh, un objet mathématique agissant. Hein. Il y a des Bon, structures et des mouvements. Voilà. Il y a des ok. structures et des mouvements. Alors, C'est en très quoi c'est difficile, important? mais Ok, mais en quoi c'est important? Pourquoi tu nous parles de cette symétrie miroir homologique? Qu'est-ce eh que bien ça parce nous que tout, apporte dans l'unification science et conscience? parce, parce que je parle souvent de la symétrie miroir, et notamment et en physique théorique, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la symétrie CPT. Le P veut dire Ouais, une image miroir de la particule, hein, du système. Un d'accord, électron vu dans un miroir, ça devient un positron. Hein, c'est son antiparticule. Donc, c'est d'accord. très important la symétrie miroir pour un physicien. Euh, et donc là, Maxime Kontsevich, lui, il a trouvé la symétrie miroir au sein des mathématiques, et notamment pour la théorie des cordes. Hein. Mais là, il est impossible pour moi euh, de résumer cette partie, mais il faut la lire. Voilà. C'est pour ça que j'offre le livre. Lisez-le. Et si, alors peut-être vous comprendrez rien, mais moi qui ai travaillé pendant 30, 40 ans sur ces sujets, waouh, ça me fait une impression de connu. Voilà. Donc, D'accord. voilà, je voudrais qu'on conclue sur ça pour le moment. Et à la Ouais. prochaine émission, on fera la conclusion générale de tout ça. Hein. Mais je pourrais dire que presque tout est dit. Les algèbres de Clifford et la notion de miroir. Enfin bon, c'est très difficile de résumer en quelques phrases. Très bien. Voilà, Bon, voilà. écoute, ben on va. C'est un livre difficile,
difficile. Et je dis pas ça, c'est pas pour me vanter. Les gens, j'aurais des commentaires qui disent c'est difficile parce que vous comprenez pas bien. Mais bon, non, il est difficile parce il faut avoir toutes les idées en tête à la fois et voir en quoi ça résonne. Ça résonne en nous. Hein. Alors, Raisonner, ça s'écrit de 2 mots. Alain, une belle synchronicité là, Oui. regarde. Oh là là. Providence ou synchronicité ou pas, Alain, je n'avais pas prévu de te revoir sur YouTube, je n'ai jamais été ton ami, ton ego n'apprécie d'entendre dire le contraire de ta vérité. Wow. Alors, c'est quelqu'un que tu connais? Oui, très bien. Félix. Wow. Incroyable, c'est incroyable. Félix, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu. C'était un physicien aussi? Non, c'est un ami d'enfance. Hein. Très bien. Bonjour Félix, je suis ravi. C'est très étonnant. Bon, alors, on a essayé de simplifier beaucoup les choses. Là, je vois qu'il y a des commentaires qui nous demandent de simplifier, mais moi, je fais ce que je peux parce que toi, tu transmets ta connaissance et là où tu en es arrivé aujourd'hui sur cette idée d'unification. Maintenant, et donc qu'on peut retrouver dans ce livre que tout le monde peut se commander. Oui, commander ou le lire gratuitement en ligne. Hein. Oui, et il suffit de t'envoyer un mail, je crois, avoir compris ça. Hein. Ouais. Tu nous l'avais mis là, voilà, ici je vais le mettre. Ton mail, si les gens veulent recevoir ce livre, ils peuvent t'envoyer un mail et tu leur enverras, évidemment, sous forme de PDF et gratuitement. Voilà. Comment on conclut cette partie? Parce qu'on va faire la conclusion générale du livre au prochain épisode. Là, c'était le 5e et au 6e, on conclura. Comment tu veux conclure? Qu'est-ce que tu veux dire en conclusion? On conclut sans conclure, mais voilà, j'ai été jusqu'au bout de cette partie très technique, finalement. À la fois plus technique et intuitive. C'est plus là, je suis de moins en moins dans la technique, mais je suis de plus en plus dans la pensée, enfin, comment dire, dans une compréhension de ce que pourrait être la pensée réflexive. Et j'utilise le mot réflexif à dessein, puisqu'on parle de symétrie miroir. Hein. Il faut bien comprendre toute la symétrie miroir va permettre de réfléchir. Vous voyez, c'est poétique ce que je dis, enfin, sans prétention, mais il faut comprendre que la pensée alchimique est à mi-chemin entre la poésie et les mathématiques. Et là, je viens vraiment de formuler une pensée alchimique qui dit la réflexion humaine ressemble à une réflexion miroir. Et je pense que les gens, il y a longtemps, hein, il y a très très longtemps, qui ont inventé le mot la pensée réflexive, avaient déjà intuité cette notion de symétrie miroir fondamentale dans les sciences modernes, dans les sciences physiques modernes. Voilà. Donc, et on finira par ce chapitre qui prétend pas conclure, mais qui, je mets en guise de conclusion, mais ça ouvre à des tas de discussions, voilà. C'est pas une conclusion définitive, hein. C'est une conclusion provisoire, mais qui devrait ouvrir à de nouvelles réflexions intéressantes, j'espère. Bon, voilà. Merci Alain. À bientôt. À demain. N'hésitez pas à poser vos questions à Alain par email. Oui, si elles ne sont pas trop compliquées. Hein. Et on vous répondra dans le prochain épisode. À très bientôt. C'était donc cette série Regard avec Alain Cagnati.